RCN. Le son de la différence. Biodiversité sur RCN, Chloé Baduel. Bonjour à tous, vous êtes sur RCN 90.7 et on est dans l'émission Biodiversité avec Guy, Nicolas et Fanny. On va parler des acteurs de l'environnement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'environnement et plus particulièrement à ses acteurs. C'est un sujet qui a longtemps été mis de côté, qui était pris à la rigolade pour certains et était souvent décrédibilisé. Mais ces dernières années, et surtout depuis la fin du XXe siècle, le monde s'y intéresse. Une vraie prise de conscience s'est créée, que ce soit en France ou dans d'autres pays. On a commencé à se dire que ce n'était pas une simple mode, mais que les enjeux existaient vraiment. L'avenir de la Terre nous concerne tous, les prises de conscience continuent leur chemin, mais le temps est compté. Certaines personnes sont plus engagées que d'autres et le prouvent dans leur acte chaque jour. Tous les gestes comptent, du recyclage aux économies d'eau et d'énergie, en passant par la lutte contre la pollution ou l'achat de fruits et légumes de saison chez des producteurs locaux. Une fois l'impact de nos mauvaises habitudes pris en compte, il n'est pas difficile d'adapter son comportement. Alors à chacun sa méthode pour protéger l'environnement, mais une chose est sûre, plus on est engagé et plus la sauvegarde de la planète est envisageable. Dans cette émission, on va d'abord essayer de mesurer l'influence des différentes organisations publiques, comme le rôle de l'école, du gouvernement et des collectivités dans la protection de l'environnement. On va également s'interroger sur la place du cercle privé, comme la famille ou les amis, dans la prise de conscience écologique. Sommes-nous tous acteurs de la protection de la planète ? C'est à cette question que nous allons répondre durant cette 50aine de minutes. Et avec moi aujourd'hui, 3 personnes autour de la table. Le premier, c'est Guy Repy. Il est président du Conseil citoyen du plateau de Haye à Nancy. Aujourd'hui, il va nous parler un peu plus en détail de la gestion de l'écologie dans les quartiers. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Guy. Bonjour, merci. Le second, c'est Nicolas. Il est étudiant en master écologie à la fac de sciences et travaille aux côtés de l'association Flore 54. C'est un plaisir de te recevoir. Merci d'être là. Le plaisir est partagé également. Et enfin, pour clôturer les présentations, nous terminons par Fanny. Fanny travaille également avec l'association Flore 54 et aujourd'hui, elle va nous faire une petite chronique et nous présenter les infos environnementales. Merci Fanny d'être avec nous. Salut Chloé, merci à toi. Vous allez bien ? Ça va. Et toi ? Oh, très bien, merci. Restez avec nous sur RCN 90.7. On est dans l'émission Biodiversité. On revient juste après LP et on parlera avec Enzo de l'entreprise des Racines et des Liens.
sun. Try to be your home and the place that you come to. Babe, I took my whole world, I put it in your hands. Really trying hard, but I don't understand. How to be the one that you love. How to be the one that you love. How to be the one that you Biodiversité sur RCN, Chloé Baduel. On est avec Enzo de l'entreprise des Racines et des Liens. Salut Enzo, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien et vous ? Ça va très bien, merci. Alors tu as une entreprise qui s'appelle des Racines et des Liens. Dis-nous tout, en quoi ça consiste ? Alors des Racines et des Liens, c'est avant tout donc la rencontre de deux passionnés, donc que sont Théo et Enzo, donc moi-même, et on cumule tous les deux 4 domaines de compétences que sont la menuiserie, le maraîchage, l'éducation à l'environnement et le paysage, donc l'aménagement paysager. Et donc on propose la création de jardins participatifs et pédagogiques à visée nourricière. Donc quand on parle de jardin nourricier, c'est autant pour l'humain, donc de jardin comestible, que pour la biodiversité, donc la faune et la flore. D'accord. Et tu travailles plutôt avec des particuliers ou des professionnels ? Comment ça se passe ? Alors, on a différents publics, donc on a 3 axes dans notre entreprise, et un de ces axes, donc, c'est la création de jardins nourriciers écologiques, et qu'on peut proposer autant dans des résidences, donc avec des bailleurs sociaux, donc c'est avec cela qu'on travaille le plus. Ouais. Donc les bailleurs sociaux nous permettent de travailler directement avec des particuliers, mais ça va être les bailleurs sociaux donc qui vont financer nos actions. Et donc là l'idée ça va être vraiment donc le participatif et le pédagogique, donc de pouvoir intervenir par exemple une fois par mois dans des résidences et à travers donc la création de nos jardins de pouvoir créer du lien social, de pouvoir sensibiliser à l'environnement, au potager, au jardinage, et voilà. Et donc on va travailler aussi dans des maisons de retraite, dans des écoles. Ok. Et Ouais. on peut proposer aussi nos actions à destination de particuliers. D'accord. Et j'ai vu sur votre site internet aussi que vous proposez des animations, je crois, autour de la biodiversité. Comment ça se passe ? C'est des genres de cours ? Alors, en fait, les animations, donc ça va être des ateliers autour de l'environnement donc et de la biodiversité. Alors, ces animations, elles peuvent être proposées dans différents cadres, donc ça peut être dans les écoles. Donc, mais on va aussi faire ces actions-là dans le cadre, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup en ce moment, mais dans le cadre de festivals, Ouais. où là, l'idée, dans des festivals autour de la biodiversité, autour de l'environnement, on va pour pouvoir proposer nos animations au grand public. Donc on propose des animations par exemple autour des petites bêtes, donc des insectes, autour de la diversité des graines, autour des arbres. On a différentes actions comme la création de bombes à graines et donc qu'on peut proposer aussi par exemple dans le cadre de colonies. On peut proposer ça aussi dans le cadre, comme je disais, de maisons d'enfance, d'écoles. Ouais, c'est large. C'est ça, c'est assez large, mais c'est des actions qui fonctionnent bien pour pouvoir parler d'environnement, de biodiversité de manière ludique et pédagogique. Et justement, est-ce que tu sens qu'il commence à y avoir un vrai engouement vis-à-vis de ça ? Ah oui, énormément. Par exemple, autour des bailleurs sociaux, on le ressent de plus en plus qu'il y a ce besoin, parce qu'en fait, le jardin, l'environnement, c'est un outil qui peut permettre derrière différentes choses, comme j'expliquais tout à l'heure, la création de liens sociaux, et donc on ressent cet engouement de plus en plus, oui, effectivement. Et on a Fanny qui t'a vu vendredi, apparemment, elle est avec moi sur le plateau et je crois qu'elle vous a rencontré. Ouais, on s'est vu à une réunion Grénothèque vendredi où tu étais venu parler de ce projet, justement. Ah oui, d'accord, enchanté. Et du coup, pour revenir à votre activité, pourquoi avoir choisi ce domaine d'activité-là ? Parce que pour parler de moi, donc Enzo, j'avais donc une formation en paysage, donc en aménagement paysager.
en bac BTS, donc où on est vraiment dans l'aménagement de jardin, mais de manière paysagée, hein, donc on parle d'espace vert. Donc c'est vraiment créer un havre de paix avec un gazon bien tendu, des belles haies bien faites en carré. Enfin, je pense qu'on voit le contexte. Et ensuite une autre formation dans l'éducation à l'environnement, donc le fait de pouvoir transmettre ses compétences et ses connaissances. Et j'ai voulu pouvoir allier ces deux domaines de compétences. Et c'est pour ça que j'ai créé cette activité pour pouvoir déjà proposer un jardin qui rime, qui soit autour de l'environnement et de la biodiversité, et de pouvoir aussi transmettre mes connaissances. Et j'ai fait ensuite la rencontre de Théo, qui lui avait encore d'autres domaines de compétences, qui étaient la menuiserie et le maraîchage, et donc on a lié vraiment ces 4 compétences. D'accord. Et vous faites aussi des bacs de culture. Alors ça, c'est l'idéal, je pense, pour les gens qui veulent faire pousser eux-mêmes leurs légumes et qui n'ont pas forcément la place pour un grand jardin. Et je pense à ceux qui habitent en ville, par exemple. Voilà, c'est ça, ouais, c'est des bacs qui permettent d'aménager soit comme tu le dis, donc des balcons, des terrasses ou même des cours d'immeubles ou des espaces minéralisés, et de pouvoir du coup c'est ça, cultiver des plantes comestibles. Et donc c'est fait en plus avec donc un bois local, donc dans les Vosges, et c'est conçu et créé sur mesure par nos soins. Et on peut aussi proposer, comme on l'a déjà fait, de le faire avec les usagers. D'accord. Donc en fait, nous, on va avoir potentiellement déjà aménagé. En fait, c'est faire un peu comme un meuble en kit, mais nous, on aura déjà aménagé, conçu certains côtés, et qu'on va ensuite pouvoir l'assembler avec les personnes. C'est génial. Et au niveau de ton activité, beaucoup de commerçants ont eu un peu de mal pendant la période de crise sanitaire. Comment ça s'est passé pour vous ? Est-ce que vous avez dû vous réinventer ? Ah oui, parce que nous, on propose quasiment toute notre activité de manière participative, donc avec du public. Oui. Donc forcément, c'est assez compliqué, ça l'est encore, avec les jauges. Alors, on a la chance de faire cette activité à l'extérieur, mais c'est sûr que c'est assez compliqué, parce que comme dans le cadre des résidences où tu peux avoir 5 personnes comme 40 personnes d'un coup qui vont venir, c'est assez compliqué de devoir dire aux personnes d'attendre, de revenir plus tard, c'est assez frustrant. Donc oui, bien sûr, hein, il faut se réinventer, et c'est pour ça, par exemple, qu'on a un petit peu plus travaillé sur les bacs de culture que sur les animations autour de l'environnement. Voilà, ce qu'on préfère parce que c'est notre cœur de métier, le fait de pouvoir sensibiliser le public, mais il faut pouvoir se réinventer dans tous les contextes. Et par exemple, pour quelqu'un comme moi qui s'y connaît pas du tout en jardinage, est-ce que vous donnez des conseils des conseils directement aux personnes pour leur apprendre comment avoir des bons réflexes ? Oui, bien sûr. Alors ça peut être de différentes façons. Soit donc en intervenant chez toi par exemple pour aménager ton jardin ou ton balcon, et donc avec différentes étapes qui peuvent être faites de manière participative. Par exemple, ce qu'on propose souvent, ça va être soit d'aménager le bac, ou si tu as la chance d'avoir un aménagement, un jardin, de pouvoir aménager la parcelle, et ensuite de faire toutes les étapes avec toi. Donc aménager par exemple le sol, de pouvoir ensuite faire les semis, de pouvoir faire les plantations, et après de pouvoir te conseiller pour que tu sois, parce que c'est quand même le but, autonome dans ton jardin, que tu puisses ensuite te passer de nous. Ok. Et il y a Guy avec moi en studio qui a une question, je crois. Juste une petite question, ça va dans le même sens de ce que vous venez de dire là. Est-ce que vous leur proposez aussi le lombricompostage en appartement? Donc ça consiste à fabriquer son propre engrais. Alors, je t'avoue qu'on l'a nous pas encore fait. Parce que alors déjà le lombricompost c'est encore différent du compost, hein, c'est quelque chose qui demande une certaine expertise que certaines villes proposent. Après on pourrait par exemple fabriquer le lombricompost, ensuite accompagner la personne, mais il y a une entreprise qui s'appelle Bois Nature qui en vend directement. D'accord. Et qui conçoit et fabrique les lombricomposts. Et je vais te poser une question qui est la problématique de l'émission aujourd'hui. J'aimerais avoir ton avis. Selon toi, est-ce qu'on est tous acteurs de l'environnement ? Je pense que oui, forcément, vu qu'on vit dans l'environnement et que l'environnement nous entoure, je pense qu'on est forcément acteurs, de façon positive comme négative. Oui. Ça reste que mon propre avis. Donc après, il reste plus qu'à nous de rendre notre action positive sur l'environnement et sur la biodiversité.
Et dis-moi, comment on fait pour faire appel à vos services ? Est-ce que vous avez un site internet ? Est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux ? Alors oui, on peut nous trouver du coup sur Facebook à Des Racines et des Liens, Oui, ou sur notre site internet desracinesetdesliens.fr. d'accord. Et ça se passe comment ? Il faut prendre rendez-vous ? Il faut d'abord vous contacter Alors on peut nous contacter directement sur Facebook, par D'accord. Messenger, ou Ouais. par téléphone, qui sera sur le site, ou sinon par notre adresse mail qu'on peut aussi trouver sur le site. Et il y a, comme dans tous les sites internet, une petite zone de contact pour passer directement par là. Parfait. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous, Enzo. Vous pouvez Je te remercie. retrouver Des Racines et des Liens sur les réseaux sociaux et sur le site internet. On mettra les liens sur la page Facebook de RCN. N'hésitez pas à aller voir ça. C'est un projet qui fait du bien à l'environnement et c'est tout ce dont on a besoin en ce moment. Et en plus, ça fait travailler les entreprises locales. Et pour le coup, c'est mérité. Merci encore à toi, Enzo. On vous souhaite de la réussite, en tout cas, pour ce beau projet. Merci beaucoup à vous. Ciao. Très bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Tout de suite, le Flash Info spécial environnement avec Fanny. Après de longs débats, les députés viennent de voter l'inscription de la préservation de l'environnement dans la Constitution. Ce texte est composé d'une seule phrase. La République garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique. Si la majorité parlementaire est satisfaite, ce n'est pas le cas des oppositions. La gauche souhaitait par exemple inscrire la notion des limites planétaires, la règle verte ou le crime d'écocide dans le texte. La droite, elle, juge le terme garantir trop contraignant. La République en marche n'a accepté aucun amendement. Le texte va être maintenant transmis aux sénateurs et devrait faire l'objet d'un référendum. Les investissements fossiles continuent d'augmenter en France. L'ICATCE, l'Institut économique pour le climat, publie son bilan. En 2019, 71 milliards d'euros ont été investis dans les énergies fossiles. Une hausse de 70% par rapport à 2014, due essentiellement à l'achat de véhicules trop polluants. En parallèle, seulement 48 milliards ont été investis dans des projets favorables au climat. Pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050, il est urgent d'inverser la tendance. C'est au tour des ONG Trafic et du Fonds mondial pour la nature de publier un rapport. La France est parmi les 3 premiers pays importateurs d'espèces sauvages en Europe. Entre 2008 et 2017, 28 millions d'espèces ont été importées en France, principalement des reptiles, des coraux et des plantes. Le rôle clé de la France dans ce commerce légal et illégal est surtout dû à l'industrie de la mode et à ses 12 territoires d'outre-mer dispersés à travers le monde. L'aéroport Charles de Gaulle à Paris serait également un haut lieu de transit européen. Dans les Alpes, de moins en moins de neige et de moins en moins longtemps. D'après une étude réalisée par une trentaine de chercheurs, les Alpes ont perdu près d'1 mois d'enneigement en 50 ans. Cette étude est la première à évaluer le massif européen dans son ensemble. Les scientifiques ont comparé les données de 2000 stations météo de 6 pays, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie et la Suisse. Les conclusions sont claires, moins de jours d'enneigement et moins de neige quand il y en a. La tendance est plus marquée en basse et moyenne altitude du fait du réchauffement climatique. Les prévisions des scientifiques sont inquiétantes. D'ici à 2050, l'enneigement devrait chuter de 10 à 40%. Tout de suite, on va écouter un bon vieux Janis Joplin avec Piece of My Heart. Restez avec nous, vous êtes sur RCN 90.7 dans l'émission Biodiversité. On revient juste après et on parlera du rôle de l'influence publique dans la prise de conscience écologique avec Guy, Nicolas et Fanny. Honey, each time I tell myself that what I think I've had enough.
lips, looking good, and baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right. Never, 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 never heal me when I cry. Baby, I cry all the time, but each time I tell myself that I can't stand the pain. But when you hold me in your arms, I'm singing once again. Said, come on, come on, come on, come on, yeah, take another little piece of my heart now, baby. Take another little bit of my heart now, yeah. Take another little piece of my heart now, baby. Well, you know you got it, shine if it makes you feel good. I need you to come on, come on, come on, come on, and take another little piece of my heart now, baby. Take another little bit of my heart now, yeah, come on now. Have another little piece of my heart now, baby. You know you got it. Take another little piece of my heart now, baby. Take another little bit of my heart, and darling, yeah, yeah, yeah. Take another little piece of my heart now, baby. You know you got it, sure if it makes you feel good. Biodiversité sur RCN, Chloé Baduel. On ne naît pas acteur de l'environnement, on le devient. Et on peut le devenir notamment grâce à l'influence de nombreuses institutions, que ce soit à l'école, au travail ou encore avec l'aide de collectivités. La sensibilisation à l'écologie se fait dans beaucoup de situations. C'est un pari contre le temps et les enjeux sont plus présents que jamais. Alors, quel est le rôle de l'influence publique ? Est-ce que vous pensez qu'on est éduqué à avoir les bons gestes vis-à-vis de l'environnement dès le plus jeune âge, à l'école par exemple ? Moi, disons que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est de plus en plus d'actualité. Oui. Je saurais pas dire comment ça se passait quand on était plus jeune. Mais l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on a des jeunes qui sont quand même de plus en plus sensibles à ces problématiques-là. Bon, il y a peut-être aussi du fait qu'elles sont aussi beaucoup plus présentes dans la sphère médiatique, dans le discours politique aussi, qu'il y a 20 ou 30 ans, par exemple. Ouais. Mais bon, je pense qu'on peut trouver diverses explications encore derrière tout ça. Et Guy, vous êtes d'accord ? Tu es d'accord ? Oui, je suis d'accord, oui. Dès le plus jeune âge, en fait, ça concerne aussi bien les adultes que les enfants, mais les enfants sont de petits gestes au quotidien. Par exemple, le gaspillage de l'eau. On sait très bien que les enfants aiment bien jouer avec l'eau, laisser l'eau couler quand ils prennent leur bain. Donc, essayer de dire, voilà, il faut pas trop laisser l'eau couler, il faut fermer le robinet à un certain moment donné, quoi. Ce sont des petits gestes comme ça. Ouais. Et vous savez ce que c'est que les éco-délégués ? Absolument pas. Non, ça n'existait pas. Oui, et moi non plus, je connaissais pas. Et on commence à prendre au sérieux les enjeux du développement durable à l'école. Et du coup, il existe des éco-délégués. On les considère comme les acteurs essentiels de l'éducation au développement durable. En fait, c'est des élèves qui font le lien entre les autres élèves et l'écologie.
Et ça n'existait pas il y a C'est quelques super années. idée, ça. Bah oui. J'ai appris ça il y a 2 semaines. Je connaissais pas du tout le concept, mais Et c'est à l'école primaire, au collège, au lycée? c'est au collège, il me semble. Collège. Ouais. Après, je sais pas si c'est vraiment partout. Je pense pas qu'en primaire. Oh, quoique. Mais c'est Ouais. vrai que, par exemple, on pourrait imaginer à l'école créer un cours d'écologie ou d'éducation à l'environnement. C'est quelque Parce que chose c'est qui quelque manque. chose quand même. Oui, ça manque. Et Ouais. puis, c'est quand même central dans nos vies. Et avoir de l'information dessus, ça serait important. Je suis super d'accord. Et Nicolas, toi, tu es étudiant en master écologie à la fac de sciences. Pourquoi avoir choisi cette filière? Tout simplement parce que, bon, à la base, j'étais parti pour faire des études dans le domaine médical, mais j'ai toujours été intéressé par la biologie en général. Bon, après la PACES, je me suis redirigé vers la faculté des sciences, à la base plutôt pour faire de la biologie végétale, des biotechnologies, ce genre de choses. Et j'ai découvert l'écologie en tant que discipline scientifique. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, d'une part pour les concepts qu'on y apprend, hein, qui sont quand même qui touchent à des tas de domaines différents. C'est-à-dire qu'il y a quand même une dimension interdisciplinaire qui est très présente. C'est-à-dire un bon écologue, il va avoir des compétences naturalistes, il va avoir des connaissances sur les sciences du sol. Il va aussi avoir des connaissances sur les différents acteurs qu'on peut retrouver sur le territoire, justement pour organiser tout ça. Ouais. On pourrait faire une liste longue comme le bras, quoi. Et les chercheurs ont aussi leur rôle à jouer en matière d'innovation, notamment. Est-ce que c'est eux qui vont trouver les alternatives, tu penses? Disons qu'il y a quand même une production de recherche scientifique qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'avant de faire des actions, il faut déjà connaître les milieux, les espèces sur lesquelles on va agir. Et on voit aujourd'hui, en termes de diversité, quand on se place sur des espèces d'assez grande taille, ça va, on connaît relativement bien. Mais dès qu'on va vers des organismes qui sont plus petits, on pense notamment à tout ce qui est micro-arthropodes, la faune du sol, les micro-organismes en général. On se rend compte qu'on connaît seulement un petit nombre des espèces qui sont estimées. Ouais. Et ce serait dommage de voir tout ça disparaître sous nos yeux avant qu'on ait le temps de le connaître. C'est vrai. Et Guy, tu es président du Conseil citoyen du Plateau de Haye à Nancy. Dis-nous tout, ça consiste en quoi? Quelles sont vos missions? Les missions, en fait, c'est surtout, en résumé, c'est juste faire participer les citoyens aux grandes décisions que prenne la collectivité. D'autre part, c'est aussi faire en sorte de contribuer à tout ce qui peut faire mieux vivre en société, mieux vivre sur un territoire donné. Et nous sommes dans un territoire qui s'appelle QPV, Oui. quartier prioritaire. Donc, nous, aussi, on essaie d'aller vers les gens, voir ce qu'ils demandent, et puis essayer de concrétiser un petit peu tout ça à travers les collectivités, parce qu'il y a différentes autorités, que ce soit l'État, le Grand Nancy ou la ville. Oui. Voilà. Et selon toi, comment on peut faire vivre l'écologie en quartier? L'écologie, en fait, l'écologie, c'est déjà, pour moi, ce sont des petits gestes du quotidien. Oui. Donc, déjà, on bricole, on partage, et puis on économise. Les petits gestes au quotidien, je l'ai dit tout à l'heure, un exemple, c'est l'eau, le gaspillage, lutter contre le gaspillage déjà. Donc, il y a l'eau, puis il y a l'électricité, mais aussi tout ce qui est au niveau environnement aussi. Il a parlé tout à l'heure, notre collègue a parlé tout à l'heure de l'agriculture. C'est le sol. Par exemple, l'arrosage, il faut arroser, par exemple, nous sommes dans un quartier où il y a des jardins Oui. partagés. Donc, l'arrosage, en ce qui concerne l'arrosage, arroser très tôt le matin ou très tard le soir, ça permet d'économiser l'eau, Oui. déjà. Et la deuxième chose, c'est le paillage qui permet de maintenir le sol humide. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'on essaie de faire passer, qu'on essaie d'enseigner aux gens. Voilà. Et est-ce que tu penses que l'enjeu est plus important dans des grandes villes comme Nancy?
L'enjeu, c'est important un petit peu partout. C'est important. Il n'y a pas qu'à Nancy, mais Nancy aussi. Mais c'est important partout. Oui, c'est important partout. Et Fanny et Nicolas, vous travaillez pour l'association Flore 54. Vous pensez que c'est aussi grâce à des structures comme celle-là qu'on peut faire changer les choses? Du coup, j'ai envie de dire que oui, hein, depuis que je suis arrivé, je vois par exemple le nombre de projets sur lesquels la fédération est quand même assez conséquent. Notamment pour avoir porté le projet de classement de la forêt de haies en forêt de protection. Ça, c'est quand même quelque chose. Quand Reynald nous en parle, c'est quelque chose pour lequel ils se sont battus quand même pendant longtemps et qui a été quand même une longue bataille juridique, si je puis dire. Oui, puis ils ont quand même été précurseurs sur beaucoup de sujets. C'est-à-dire que Flore 54, je crois que ça a été créé il y a 37 ans. Ouais. Et à la base, ça a été créé parce qu'à la place de l'Axoul à Sapinière, il y avait une usine d'enrobés qui du coup était très polluante, qui avait été implantée. Et finalement, Flore 54 s'est constituée à ce moment-là, mais ça s'appelait pas encore Flore 54. Et ils ont réussi à faire partir l'usine d'enrobés au bout de quelques mois. Donc, en fait, ils ont quand même été très précurseurs sur tous ces combats parce qu'il y a 37 ans, je veux dire, l'écologie, ça intéressait pas grand monde, quoi. Donc, oui, je pense que des assos comme Flore 54 sont très utiles, surtout en ce moment. Et en dehors de ça, on a aussi des assos qui organisent des manifestations. Est-ce que vous êtes déjà allé dans une de ces manifestations pour le climat, par exemple? Ouais. Et tu sens qu'il y a quand même du monde et que c'est vraiment un sujet pris au sérieux? Bah écoute, moi j'y avais été à Strasbourg et pour le coup c'était vraiment impressionnant parce qu'en plus Strasbourg c'est une ville européenne où du coup il y a beaucoup de jeunes du monde entier qui viennent faire des Erasmus et ouais, c'était quand même assez impressionnant parce que c'était quasiment que des lycéens. Donc c'est-à-dire que la majorité des personnes présentes étaient des lycéens et on entendait beaucoup de langues différentes dans le cortège aussi. Et ils étaient très mobilisés et ça fait plaisir de voir des jeunes qui se bougent comme ça, ouais. En tout cas, on peut éduquer à la protection de l'environnement, que ce soit dans les écoles, les collectivités ou encore aux côtés d'associations. Il y a bien sûr encore beaucoup de moyens de s'impliquer et d'être impliqué à cette cause. Et l'influence privée y est également pour beaucoup. On parlera du rôle de l'entourage et des solutions qui peuvent être appliquées par tous pour sauver la planète. On vient juste après Muse. Vous êtes sur RCN 90.7. Something beautiful, a contradiction. I wanna play the game, I want the friction. You will be the death of me. Yeah, you will be the death of me. Bury it, I won't let you bury it. I won't let you smother it. I won't let you murder it. Our time is running out. Our time is running out. You can't push it underground. You can't stop me screaming out. I wanted freedom, bound and restricted. I tried to give you up, but I'm addicted. Now that you know I'm trapped, sense of elation. You never dream of breaking this fixation. You will squeeze the life out of me. Bury it, I won't let you bury it. I won't let you smother it. I won't let
On a parlé de l'influence publique juste avant, mais l'entourage et l'influence privée peut également avoir un grand impact sur nos habitudes de consommation et notre vision de l'écologie. On a tendance à mimer les actions de nos parents ou de nos amis proches. Alors quel est vraiment le rôle de la famille dans la prise de conscience et quelles sont les solutions mises en place au quotidien pour sauver la planète ? Tout d'abord, est-ce que vous vous considérez comme des personnes ayant des gestes éco-responsables ? En partie, au moins. Oui. En partie, on va dire que, bon, personnellement, j'essaie de faire ce que je peux à mon échelle. Comme quoi, par exemple ? Bon, un truc qui est pas trop contraignant, par exemple, trier tout ce qui va être le verre, le plastique, les cartons. Bon, c'est classique. Guy parlait tout à l'heure des petits gestes comme par exemple économiser l'eau, enfin éviter de laisser couler. Bon, ça, je pense que c'est quelque chose qui a tendance quand même à bien rentrer. Ouais. Mais bon, je pense qu'il y a toujours moyen d'aller plus loin. Mais il faut garder la tête sur les épaules et à partir du moment où on fait déjà ce qu'on peut faire à notre échelle, c'est déjà mieux que rien. Ouais. Et comme tu l'as dit, ça a tendance à rentrer dans l'esprit, mais moi j'ai l'impression aussi que on se sent presque coupable. Je sais pas si vous aussi, mais Oui. moi je me sens coupable quand je vois que j'utilise beaucoup d'eau. Ou... Ouais. Et t'as déjà entendu parler du concept d'éco-anxiété ? Ça me dit vaguement quelque chose. Ouais, en fait, c'est quelque chose dont on commence de plus en plus à parler. C'est le fait, en fait, de se sentir angoissé par l'avenir de la planète, que ce soit personnellement ou de manière générale, quoi. Quand tu vois les infos ou quand tu vois des bords de route avec plein de paquets de cigarettes par terre ou plein de mégots ou plein de choses comme ça. Et oui, en fait, je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui se sentent vraiment anxieuses de la crise écologique, quoi, parce que bon, c'est quand même l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Ouais, quoi. carrément. Et rien que de laisser allumer la lumière, perso, ça me... Après, cette histoire de culpabilité a tendance un peu à me... Bon, moi, c'est quelque chose qui... Je vais pas dire qui me fait peur non plus, Ouais. mais j'ai peur, en fait, qu'on inculque justement cette culpabilité aux gens pour cacher des solutions, enfin, pour éventuellement désigner des faux coupables. Bon, je vais pas partir là-dedans, parce qu'on n'aurait pas le temps, je pense, mais... Il faudrait une émission entière, je pense. C'est ça. Ouais. Et on a souvent, je pense, éduqué, par exemple, à bien trier nos déchets. Je pense surtout à cette nouvelle génération. Mais Guy, toi aussi, tu as senti ce changement. Est-ce que c'est facile quand on a certaines habitudes de les changer ? C'est très, très difficile. C'est très difficile. Ouais. Par exemple, on a parlé des tri. Être responsable, éco-responsable, c'est aussi, par exemple, c'est faire ses courses de manière responsable. C'est-à-dire qu'on achète des produits qui n'ont pas d'emballage. Oui, en vrac. Voilà, en vrac. Donc, c'est pas évident. Lorsqu'on achète des petites quantités, par exemple, c'est pas toujours évident ouais, c'est vrai. de ne pas prendre des sacs plastiques, par exemple, alors qu'on devrait le faire, quoi. C'est tout petit, mais c'est déjà ça. Et est-ce que selon vous, l'éducation, je pense notamment à celle des parents, elle est importante dans notre vision de voir l'environnement et dans les habitudes qu'on va développer dans notre vie d'adulte ? Tout à fait. C'est comme, j'ai envie de dire, bon, la famille, c'est quand même le lieu où on a notre première éducation. Comme on apprend aux enfants à être des bons citoyens, voilà, à faire preuve de civisme, de savoir-vivre, l'écologie en fait partie. Enfin, avoir des gestes écologiques, comme on pourrait dire, en ferait partie tout simplement. Ça fait partie du savoir-vivre et du civisme, tout simplement. Ouais. C'est vrai que les parents n'ont pas souvent des bons gestes. Oui. Par exemple, jeter des choses par la fenêtre ou les mégots cigarettes lorsqu'il existe un endroit pour ça. Donc, souvent, les parents ne donnent pas de bons exemples. Bon, la plupart des parents donnent les exemples, mais des fois, voilà, c'est... Ouais, des fois, ça va même être les enfants qui vont donner l'exemple. Voilà, c'est ça. Ouais. Et si vous deviez conseiller quelqu'un qui aimerait avoir des gestes un peu plus écolos,
Vous leur diriez de commencer par quoi ? Je sais pas, moi j'ai quand même l'impression que les gens, ils essayent quand même beaucoup et qu'il y a une bonne volonté générale. J'ai plus l'impression qu'il y a des gens que ça importe plutôt que l'inverse. Mais bon, au bout d'un moment, nous, on essaye de faire ce qu'on peut à notre échelle. On fait quand même des manifestations, des choses comme ça. Ouais. Mais derrière, les gens, ils demandent quoi ? Ils demandent des actes politiques, ils demandent des décisions fortes, des décisions contraignantes pour les gros pollueurs. Et C'est là que ça ça, coince. tout ça suit pas. Et je veux dire, comme tu disais, c'est l'arbre qui masque la forêt. Les gestes individuels, c'est l'arbre qui masque la forêt des grands groupes industriels qui Carrément. polluent sans contrainte. Et donc, pour nous, au bout d'un moment, on peut pas faire plus non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas à nous de faire plus. Oui. On demande à ceux qui prennent les décisions d'en faire plus. Et on n'a pas l'impression d'être écoutés, en fait, parce qu'on n'a pas l'impression que ça change. Vous ressentez tous Personnellement, c'est un peu le ressenti que j'ai. C'est bon, on parle dans le vide un petit peu, ou alors on nous propose des ersatz de solutions qui sont absolument pas adaptées. C'est aussi l'utilisation de l'eau. On en parle souvent, l'utilisation de l'eau pour les ménages, le lavage des voitures, par exemple. C'est un grand sujet. Et puis en matière d'agriculture, c'est planter des produits, en fait, des plants qui utilisent moins d'eau, qui consomment moins d'eau. Éviter par exemple de mettre du maïs à tout va. Voilà, par exemple. L'influence privée a sa place dans le chemin vers la transition écologique, que ce soit grâce à la famille ou aux amis. Les fréquentations sont un facteur déterminant de notre façon d'agir. Alors on peut par exemple apporter sa pierre à l'édifice en jardinant, en triant ses déchets, en limitant sa consommation d'énergie et en consommant intelligemment. C'est toutes ces petites actions qui vont faire la différence et vont permettre l'implication directe de toute la population. Tout de suite, on va écouter Ghost Town de Kanye West. On revient juste après avec la chronique de Fanny. Someday I wanna wear a starry crown. Someday I wanna lay down like God did on Sunday. Sunday, I remember 3 songs. Sunday, back way, yeah, way, better. Someday, I wanna sacrifice. Someday, I wanna hit the red dot and never fly. Someday, I've been trying to make you love me, but everything I try just takes you further from me. Someday we gon' set it off. Someday we gon' get this off. Baby, don't you bet it all on a path of fentanyl. You might think they wrote you off. They gon' have to roll me off. Someday the drama be gone and they'll no. Sometimes I take all the shine, talk like I drank all the wine. Years ahead, but way behind. I'm on 1, 2, 3, 4, 5. No half truths, just naked minds. Caught between space and time. This now with the word in mind, but maybe someday. I've been trying to make you love me, but everything I try just takes you further from me. Whoa, once again I am a child. I let go of everything that I know. Yeah, of
everything that I know. Yeah, and nothing hurts anymore. I feel kind of free. We're still the kids we used to be. Yeah, yeah. I put my hand on a stove to see if I still bleed. Yeah, and nothing hurts anymore. I feel kind of free. We're still the kids we used to be. Yeah, yeah. I put my hand on a stove to see if I still bleed. Yeah, and nothing hurts anymore. I feel kind of free. We're still the kids we used to be. Yeah, yeah. I put my hand on a stove to see if I still bleed. Yeah, and nothing hurts anymore. I feel kind of free. We're still the kids we used to be. Yeah, yeah. I put my hand on a stove to see if I still bleed. Yeah, and nothing hurts anymore. I feel kind of free. Biodiversité sur RCN, Chloé Baduel. Alors Fanny, dis-nous tout, on va faire un vrai ou faux, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, on va faire un petit vrai ou faux avec 3 questions autour de l'écologie, du climat, des animaux, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Trop cool. Alors, première affirmation, manger bio ça coûte cher, manger bio c'est un truc de bobo riche. Vrai ou faux? Ouais, je dirais que c'est faux, hein, tout simplement. Après, ça dépend ce qu'on mange, hein, tout simplement. C'est-à-dire que si on mange beaucoup de nourriture transformée, bio ou pas, ça va revenir cher. C'est ça. Moi, en général, le bio, ça coûte cher. Ouais. En général, ça coûte plus cher que les produits. Voilà. Donc, Moi, j'ai tendance à dire que ouais, ça coûte aussi plus cher que des produits basiques, entre guillemets. Mais après, dire que c'est pour les bobos riches, non, je pense pas. Après, tout dépend aussi de l'endroit où on achète le bio. C'est-à-dire qu'en grande surface, il y a cette histoire de marge aussi. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment du bio? Ça aussi, c'est encore... Alors, du coup, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, en fait. Ouais. Déjà, il faut savoir que 46% des Français sont en surpoids. Donc, il faudrait déjà qu'on mange moins. On peut commencer par là. Et c'est vrai que les magasins spécialisés dans le bio, ils peuvent avoir des prix qui font peur au premier abord. Ça peut paraître très cher. Mais ensuite, quand on regarde les plats préparés, comme tu disais, Nicolas, ça coûte largement plus cher que du bio d'acheter des plats préparés. Et ensuite, qu'est-ce qui coûte cher dans le bio? C'est surtout la viande et les biscuits. Alors la viande, on le sait déjà, il faudrait qu'on en mange moins. Déjà, on sera en meilleure santé parce que ça donne beaucoup de cancers et de choses comme ça. Et les biscuits, on pourrait les faire nous-mêmes. Mais si on regarde, par exemple, les fruits et légumes, le panier moyen de fruits et légumes bio, il augmente pas de beaucoup par rapport à des fruits et légumes qui sont pas bio. Par contre, le non-bio, ça coûte très cher pour la santé et la nature. Parce qu'avec l'utilisation de tous les pesticides dans le non-bio, il faut investir beaucoup d'argent derrière pour pouvoir dépolluer les eaux et les terres. Et ensuite, dans tous les produits non bio, il y a beaucoup de sucre, de sel, de graisse ajoutée. Et tout ça, ça augmente les maladies en tout genre. Et donc, ça a un coût pour la santé et derrière pour le contribuable. Donc, le bio, ça revient peut-être un peu plus cher sur le coût, mais en prenant en compte tous les éléments, on se rend compte que ça revient quand même à moins cher sur du long terme. Alors ensuite, seconde affirmation, enfin, question plutôt. Faut-il nourrir les oiseaux toute l'année ou seulement en hiver ? Moi j'aurais tendance à dire en hiver, mais peut-être que je me trompe. oui, puisqu'en hiver, c'est plus difficile. Je pense qu'en hiver, c'est plus difficile pour eux de trouver de la nourriture. Ouais. Oui, c'est ça, oui. Il vaut mieux éviter de les nourrir toute l'année, sinon on a ce phénomène de dépendance qui va se créer un peu vis-à-vis de l'homme. Eh bien oui, en effet, la majorité des personnes, elles s'accordent à dire que non, il ne faut pas nourrir les oiseaux toute l'année. Parce que déjà,
quand on ne les nourrit pas toute l'année, on va privilégier l'instinct des oiseaux qui ne deviennent pas dépendants de notre aide. Et ensuite, ensuite, il ne faut pas interférer dans le rythme de la nature. Si on les nourrit artificiellement, on risque d'avancer la période de reproduction et de nidification alors que le climat n'est pas propice. En définitive, il faut les aider l'hiver quand les températures chutent, vers novembre jusqu'à mars, et arrêter progressivement. Le reste de l'année, ils peuvent se débrouiller. C'est comme un être humain, quand on lui met un supermarché à côté de chez lui, il ne sait plus faire pousser des légumes. Pas mal. Et enfin, dernière affirmation, l'écologie, est-ce un truc de femmes? Est-ce que les femmes se sentent plus concernées que les hommes par les problématiques environnementales? On a 2 hommes autour de la table, on aimerait bien vous entendre. Ouais. C'est un truc de femme. Alors non, dans l'idéal non. Hein, c'est un peu une question qui touche tout le monde. Hein, donc, mais bon, après voilà, faut aller voir, peut-être demander à des sociologues qui se soucient le plus de la nature. En fait, pour moi, c'est peut-être 50-50, la mesure où les femmes sont, la plupart du temps, ce sont elles qui font les courses. Donc, elles font beaucoup plus attention. Ouais. Puis que nous, les hommes, on a plutôt tendance, j'ai pris l'exemple de la voiture, on est attaché à sa voiture, on a tendance à la laver plus souvent. Les femmes l'entretiennent, l'utilisent certes souvent, mais elles font beaucoup plus attention que nous. C'est un exemple. Et moi, j'ai l'impression que la plupart des gens que je connais qui ont des jardins et qui jardinent, ce sont des hommes. Alors peut-être que c'est juste mon cas, mais... Ah, c'est marrant, moi je trouve que notre génération, c'est plus des femmes. Ouais, notre génération... Mais c'est vrai que la génération de nos parents, j'ai l'impression que c'est plus les hommes qui jardinent, et qu'aujourd'hui, c'est plus les femmes. Ouais, c'est ça. Je suis pas d'accord. En fait, je pense que les femmes jardinent plutôt, en fait, dans les appartements. Je pense que c'est là qu'elles font plus du jardinage. Mais quand on va à l'extérieur, je pense que c'est plutôt les hommes. Ouais. Je pense que c'est ce que j'ai constaté. Après, le travail du sol, ça reste quand même quelque chose d'assez dur. Oui, d'assez dur. Donc, ouais. Ouais. Et bien du coup, il y a une étude américaine de 2017 qui a interrogé 2000 volontaires américains et chinois. Cette étude, elle affirme que les hommes se sentent moins concernés par l'environnement. Et certains hommes ont l'impression qu'être écolo leur fait perdre de la virilité. Les hommes se sentiraient même plus féminins en adoptant une attitude éco-responsable et ils auraient tendance à surcompenser en adoptant des comportements anti-écolos. Du coup, comme la virilité de certains hommes est fragile, il faudrait masculiniser l'écologie pour les y sensibiliser. Voilà. Ou arrêter de s'inspirer des Américains. Oui, c'est américain et chinois, ça. Ouais. Bah, sur ces belles paroles, merci beaucoup, Fanny. Je t'en prie. Merci à Guy, président du Conseil citoyen du plateau de Haye à Nancy, d'être venu nous parler de l'écologie en quartier aujourd'hui. Ça a été un plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup, Guy. Merci pour l'invitation. Merci également à Nicolas, étudiant en master d'écologie à la fac de sciences et membre de Flore 54. Il nous a apporté son savoir et c'était vraiment très cool de t'avoir avec nous dans le studio. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié aussi. Merci à vous de m'avoir invité. Et la dernière, mais pas des moindres, merci à Fanny de l'association Flore 54 pour nous avoir fait le flash info spécial environnement ainsi qu'une superbe chronique. Merci beaucoup. Je tiens également à remercier Jean-Luc, notre super technicien, pour son travail de qualité comme toujours. Et enfin, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt sur RCN dans Biodiversité. Ciao, ciao.
RCN, www.rcn-radio.org.